Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Dans ce deuxième épisode de la mini-série sur le théâtre, je reçois l'auteure, dramaturge et comédienne française naturalisée sénégalaise, Penda Diouf. Sa première pièce de théâtre, Poussière, elle l'écrit à 19 ans. Penda Diouf est une femme engagée. Elle écrit presque toujours sur des personnages féminins noirs. Son écriture théâtrale s'inspire non seulement de la poésie, mais aussi des causes qu'elle défend. C'est donc presque une évidence qu'elle crée en 2015, avec le metteur en scène Anthony Thibault, le label Jeunes Textes en Liberté. Un label qui œuvre pour une plus grande diversité dans l'écriture contemporaine et qui repère et accompagne des auteurs. Cet entretien avec Penda Diouf a été enregistré dans le cadre de la représentation fin 2020 à Berlin de sa pièce de théâtre La Grande Ourse. Je vous souhaite une très agréable écoute. Bonjour Penda Diouf, merci d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Comment allez-vous déjà ? Écoutez, personnellement, je vais bien. Après, c'est vrai que la période est très compliquée actuellement. Alors en France, en ce moment, il y a un couvre-feu dans 9 métropoles. Donc couvre-feu qui commence à 21h et qui se termine à 6h du matin, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'activités qui sont mises en stand-by, qui sont reportées ou annulées, et notamment les activités, tout ce qui concerne la culture. Et de ce fait-là, c'est compliqué. Et puis comme on n'a aucune visibilité sur la suite et sur la façon dont la pandémie va évoluer, etc., c'est vrai que on marche tous un peu, tous et toutes à tâtons, et avec des difficultés à se projeter également, et du coup, ça prend de l'énergie. Beaucoup d'énergie et voilà. Donc ça va, mais en même temps, il y a une ambiance assez triste et assez morose, je trouve, en France actuellement. Oui, je comprends très bien. Nous allons revenir particulièrement sur cette question du Covid et puis des activités artistiques. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir qui est Penda Diouf, où est-ce qu'elle est née, d'où elle vient. D'accord. Alors, je suis née à Dijon, en Bourgogne, en France. Mon père est d'origine sénégalaise et ma mère est d'origine ivoirienne. Alors, j'ai jamais malheureusement vécu sur le continent, mais j'essaie d'y aller assez régulièrement. Le Sénégal, j'y étais l'année dernière, et puis la Côte d'Ivoire, c'était la dernière fois, ça date un peu, c'était en 2013, et j'espère pouvoir y retourner l'année prochaine. J'ai fait des études de lettres modernes et d'art du spectacle, et ensuite j'ai travaillé pendant quelques années dans un théâtre à Aubervilliers, et ensuite j'ai vraiment changé de voie puisque je suis devenue bibliothécaire et j'ai été directrice de 4 bibliothèques à Saint-Denis jusqu'à l'année dernière, en fait, où j'ai posé une disponibilité pour me consacrer davantage à l'écriture et à mes projets artistiques. Et j'ai commencé l'écriture il y a 20 ans, hein, j'ai 39 ans maintenant, et j'ai commencé à 19 ans. Donc j'ai commencé à écrire il y a une vingtaine d'années, et j'ai commencé par écrire la poésie. Ensuite, je suis venue assez rapidement au théâtre, qui est la forme que j'expérimente le plus actuellement. D'accord. Et alors, passer de la poésie au théâtre, est-ce que ça a été un grand changement pour vous ? Est-ce que vous voyez une vraie différence entre l'écriture de la poésie et l'écriture du théâtre ? Alors non, pour moi, il y a pas mal de passerelles, et je crois avoir conservé pas mal de choses de la poésie dans mon écriture théâtrale, notamment l'idée de mélodie, de rythmique et de poétique également lorsque j'écris des pièces.
Alors bien sûr, après la question de la structure, elle diffère lorsqu'on écrit de la poésie et du théâtre, mais le saut n'a pas été compliqué pour moi, il s'est fait de façon assez naturelle. C'est vrai que j'écrivais de la poésie, à un moment j'ai commencé à écrire des dialogues et je me suis dit que ça ressemblait à une pièce de théâtre. Et petit à petit, je me suis dit que j'allais tirer le fil et effectivement, c'est devenu une pièce qui s'appelle Poussière. Et et puis je trouve que peut-être que le théâtre correspond bien à deux pans de ma personnalité, à la fois un aspect un peu solitaire où j'aime être dans l'introspection et penser mes projets et les écrire, et puis un autre temps un peu plus collectif où on partage à la fois avec une équipe artistique mais aussi avec le public, et je trouve ça intéressant en fait de pouvoir combiner ces deux biais-là. Et ce que j'aime aussi dans le théâtre, c'est que ce n'est pas une forme figée. Qu'on écrit un texte, mais que le texte, c'est comme une partition de musique, et que cette partition-là, elle va changer, elle va évoluer, elle va se trouver d'autres sens, en fait, en fonction des personnes qui vont se l'approprier, du metteur ou de la metteuse en scène, des comédiens, et de l'énergie aussi de la salle. Ça joue énormément la présence ou non du public dans la salle. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder la pièce que vous avez écrite et d'être surprise et de découvrir des choses que vous n'aviez pas tout de suite remarquées en écrivant? Mais oui, et je trouve que c'est très plaisant en tant qu'autrice de pouvoir être surprise par son propre texte et de voir que quelqu'un a mis l'accent, ou en tout cas a mis l'accent en fait sur des sujets ou sur des choses qui étaient en creux, en implicite dans le texte, dont on n'avait pas forcément conscience et qui ressortent vraiment de façon flagrante pendant la représentation ou la lecture. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie en fait, voilà. Et quels sont les sujets que vous aimez explorer dans votre écriture? Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui satisfait le plus votre talent créatif? Alors moi, j'aime beaucoup. Je travaille beaucoup sur les questions d'identité, je pense. Que ça soit l'identité raciale, que ça soit les origines liées à la classe sociale, au genre, l'orientation sexuelle aussi de plus en plus. Ce que j'aime aussi énormément, c'est laisser la place à l'onirisme et au rêve dans mes textes, et qu'il y ait aussi un rapport au réalisme magique, j'ai envie de dire, et à des traditions qu'on peut avoir notamment en Afrique de l'Ouest, dans des religions traditionnelles par exemple, et qui ont été perdues ou qui ont existé en Europe mais qui ont été petit à petit mises un peu mises de côté par l'apparition des religions monothéistes, et j'aime bien faire référence aussi à ce type de croyances-là, et laisser la place à l'imaginaire en tout cas. Voilà. D'accord. Alors, vous avez eu une représentation de votre pièce La Grande Ourse à Berlin, je crois que c'était le 9 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi cette pièce parle? Oui, alors c'est une maman en fait qui va chercher son fils à l'école, et ils mangent tous les deux en fait un bonbon sur un banc devant l'école, et il y a un des papiers de bonbon qui tombe, et petit à petit, à partir de là, cette pièce en fait qui commence comme une sorte de conte de fées finit comme un cauchemar, dans la mesure où cette femme est ensuite mise en garde à vue pour avoir laissé tomber le papier de bonbon, via un interrogatoire qui est très long et assez insupportable et anxiogène. Et par la suite, en fait, pour essayer de conserver sa santé mentale et essayer de tenir le coup face à cette adversité, elle fait confiance à son intériorité pour essayer petit à petit de trouver des forces qui vont l'aider. Et des forces, ce sont des forces qui sont instinctives, qui sont animales, et petit à petit, elle commence à se transformer en ours. Donc c'est toute l'histoire de cette transformation et le lien qu'elle continue de
d'avoir en fait avec son fils et avec son mari, qui lui n'arrive pas justement à la rejoindre dans cette transformation-là, qui n'arrive pas à aller au bout en fait, qui n'a pas ce courage-là en tout cas. Et dans cette pièce, il y a aussi un personnage de griot qui a un griot un peu comment dire ça, qui est passé un peu à côté de sa mission parce que lui, il est là pour en fait annoncer les mauvaises nouvelles aux personnes et pour oui, c'est ça. En gros, c'est un personnage qui n'est pas là pour les belles choses, mais plutôt pour les mauvaises et celles qu'on cache. Mmh. Alors, ça a été joué en allemand, c'est bien ça? Oui. Alors, ça veut dire qu'il y a eu un travail de traduction avant. Est-ce que c'était la première fois qu'on traduisait l'une de vos pièces? Alors non, j'ai eu l'occasion en Arménie d'entendre une de mes pièces. En Arménie? Et qui a été, oui, et qui a été traduite D'accord. aussi dans un recueil autour des littératures afrodescendantes. Oui. En Arménie, ouais. C'est incroyable. mais voilà, et donc c'est la deuxième fois là en allemand et j'étais vraiment très très contente et de la mise en scène et de la façon dont les comédiens et les comédiennes s'étaient approprié le texte, parce que je trouvais ça très juste par rapport à ce que moi j'avais pu écrire et avec cette dimension supplémentaire qui est apportée par le théâtre et par l'incarnation. Est-ce que vous avez eu un retour du public allemand? Comment il a accueilli cette représentation? Alors oui, j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues me voir après la représentation pour me dire qu'elles avaient été très touchées. Et même les comédiens, comédiennes aussi sont venus me voir également pour me dire qu'ils avaient été touchés par le texte. Le fait que je parle d'une femme noire aussi, parce que je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le personnage, j'écris que des personnages en fait de femmes non blanches essentiellement. Mmh. Et des femmes déjà, et puis essentiellement non blanches. Et elle me disait qu'elle était contente d'avoir rencontré cette pièce-là, parce que souvent ce qu'on lui proposait, ça pouvait être des rôles parfois un peu stéréotypés. Et là, la question de la race, même si elle était présente, n'était pas du tout l'objet premier de la pièce et n'était pas stéréotypée non plus, et qu'il y avait plusieurs couches, et ça lui avait plu. Donc je suis contente pour ça. Voilà. Et tout était très positif. Mmh. Justement, en parlant d'identité, en faisant mes recherches, j'ai vu dans votre fiche Wikipédia que vous êtes française naturalisée sénégalaise. J'ai rarement vu ça, une Française qui est naturalisée sénégalaise. Alors, expliquez-moi. C'était une façon, je pense, pour moi de me rapprocher du continent et de ma culture d'origine, d'une de mes cultures d'origine. Et aussi, je crois que la décision a vraiment été influencée par les paroles de François Hollande lorsqu'il a parlé d'échéance de la nationalité au moment des attentats en 2013. On explique. Voilà ce qui sous-entendait l'idée en fait qu'il y avait des vrais Français et d'autres qui l'étaient moins. Et à partir de là, c'est vrai que cette phrase malheureuse qu'il a dite et qu'il a dit avoir regretté après, mais cette phrase malheureuse, c'est vrai que ça m'a poussé davantage à prendre la nationalité de mes parents. En fait. Oui. Mmh. D'accord. Je suis trop contente de pouvoir avoir entendu. Mais moi, j'ai trouvé ça formidable parce que en général, on voit sénégalaise, naturalisée française, mais c'est l'inverse. Je dis, mais déjà, le fait que je sois étonnée, c'est un problème. Pourquoi je devrais être étonnée? Pourquoi ça irait dans un sens et pas dans l'autre? Donc, pour moi, c'est une très belle découverte et j'espère que beaucoup de personnes auront la possibilité de le faire pour les pays qui acceptent la double nationalité. Donc, pour revenir sur votre écriture théâtrale, comment est-ce que vous démarrez l'écriture? Vous avez une idée, certainement plusieurs idées à la fois, comme tout artiste. Pourquoi vous choisissez une idée et pas une autre, et comment vous démarrez l'écriture? Alors, moi, souvent, ce qui me parle, en tout cas, ce qui me donne envie d'écrire, ça va être soit les situations d'injustice,
soit mais souvent en lien avec l'injustice également, mais des histoires qui ont été minorisées et qui n'ont pas été suffisamment pour moi entendues. Et c'est ce genre de choses en fait qui fait écho en moi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce type de sujet en fait qui m'attire et qui provoque une forme de colère aussi en moi. Et c'est à partir de là que je commence à écrire. Je vais avoir par exemple une idée conductrice, par exemple pour La Grande Ourse. À la genèse de l'histoire du projet, c'était un article que j'avais lu sur des caméras de vidéosurveillance en Angleterre qui allaient être inaugurées et qui allaient être inaugurées par la présence d'enfants de classe de 6e qui allaient regarder les caméras, et c'était des caméras qui parlaient, en tout cas la personne qui était derrière la caméra pouvait interagir avec le monde. Et donc, les enfants pouvaient intervenir en disant « Ah, tiens, toi, tu as fait tomber ton paquet de cigarettes, toi, tu as fait ci, ça, c'est pas bien, il faut le ramasser. » Et en fait, je me disais « Mais dans quel monde va-t-on ?» Déjà, les caméras de vidéosurveillance, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, ça coûte très cher. L'utilité n'est pas... reste encore à prouver, et surtout, j'ai l'impression qu'à terme, c'est aussi une façon de contrôler ce que font les gens et de modeler un peu aussi les comportements des personnes. Quand on sait qu'on est filmé, quand on sait qu'on est tranquille, sans caméra et sans regard extérieur, on n'a pas du tout le même comportement. Tout à fait. Et du coup, la question des caméras de vidéosurveillance, elle me parle à cet endroit-là. Et je m'étais dit que cette femme, parce que j'étais partie sur l'idée d'une femme déjà, c'est une femme qui serait surveillée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 par ses voisins. Voilà. Donc l'idée de départ, elle était là. Donc je suis partie des caméras de vidéosurveillance à Londres et finalement, après c'est un mélange entre des choses qui me tiennent à cœur, d'autres sujets, des choses qui peuvent me traverser aussi dans mon quotidien ou dans mon présent, qui font que l'alchimie se fait. Puis à partir du moment où j'ai le fil, après c'est beaucoup plus facile d'avoir la construction narrative, d'avoir les personnages et de trouver leur langue aussi, leur façon de parler. Mmh. Alors, une fois que vous avez terminé l'écriture, quelle est la prochaine étape? Comment ça se passe dans le milieu du théâtre? Parce que je le connais très peu. Comment est-ce qu'on procède? C'est compliqué. Très long, parce que moi, ma difficulté, entre guillemets, c'est que je suis autrice seulement. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont également metteurs ou metteuses en scène. C'est pas mon cas. Du coup, en étant simplement autrice, ce que je peux faire, c'est envoyer mon texte à des metteurs et metteuses en scène que j'aime bien et voir si, éventuellement, dans leur calendrier très, très chargé, oui, ils auront envie de monter mon texte. Mais souvent, les productions de textes de théâtre, c'est très long. Par exemple, mon dernier texte, là, que je viens de terminer cette année, la création se fera seulement en 2022, voire 2023. Là, il faut beaucoup de patience, hein. Voilà, il faut beaucoup de patience et c'est 2-3 années avant de réunir l'argent nécessaire, d'avoir suffisamment de partenaires pour pouvoir monter la production et pouvoir payer à la fois les comédiens, les comédiennes, musiciens s'il y en a, la scénographie et voilà. Donc c'est un parcours qui est assez long. Et pour l'édition, ça peut être long également. Souvent, les maisons d'édition en théâtre, en tout cas, spécialisées en théâtre, ne vont éditer que lorsque le texte a déjà des dates de programmer. Moi, j'ai eu la chance pour La Grande Ourse d'être édité, mais parce que le texte était passé par plusieurs comités de lecture et avait reçu un accueil assez favorable et que j'ai eu des prix aussi par le biais de cette pièce. Et du coup, je pense que c'est pour ça que la pièce a été éditée. Mais en général, c'est rare d'avoir une pièce qui est éditée et qui n'est pas jouée, qui n'a pas de date. D'accord. Donc l'édition de la pièce théâtrale, c'est un projet séparé de la mise en scène et de la production de la pièce de théâtre. Et la question du financement aussi au cœur de tout projet artistique. Est-ce que c'est vous qui cherchez les financements ou c'est le producteur ou c'est le metteur en scène? C'est le metteur en scène. D'accord. Le metteur ou la metteuse en scène. Après, moi, il peut m'arriver aussi de mettre la main à la pâte, entre guillemets, lorsque ce sont des structures que je connais, d'y aller et puis de prendre rendez-vous avec eux. Mais souvent, c'est plutôt le metteur en scène qui se charge de ça.
D'accord. Alors, on parlait de la pandémie au début de notre entretien et de la difficulté que les artistes ont à exercer leur métier actuellement. Est-ce que il serait temps peut-être de réinventer la façon de présenter l'art au public, vu que ça devient de plus en plus difficile de se rencontrer physiquement? Ouais, 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 je suis d'accord. Il y a pas mal de propositions qui ont été faites pendant le confinement et même encore aujourd'hui autour de propositions sur vidéo virtuelle. Mhm. C'est intéressant parce que ça permet au théâtre, aux structures et aux artistes à la fois de continuer à exercer leur art et également de rencontrer un public différent, autre, peut-être même à l'extérieur des frontières, sur un autre territoire. Mais malgré tout, ça reste du spectacle vivant où Oui. on a envie moi, je me rends compte là Le que le public. moment, Oui. c'est d'être aussi, de partager ça en groupe. Ce qui Mhm. intéresse, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée de communion aussi au théâtre. Le fait d'être plusieurs à partager la même chose, la même émotion, d'être déplacé par ce qu'on voit au plateau. Je trouve ça absolument incroyable et c'est quand même beaucoup plus triste d'être tout seul face à son écran à regarder un spectacle aussi bien soit-il. Et du coup, oui, il y a certainement des choses à créer, à travailler pour continuer à exercer. Je pense aussi qu'il faudrait que les politiques aient vraiment à cœur en fait de défendre le secteur culturel et les artistes pour que ça puisse fonctionner. Mhm. Et donc, quels sont vos prochains projets? Donc, vous avez parlé de cette pièce qui sera produite en 2022. Oui. Comment ça? Vous avez déjà un titre? Oui. Elle s'appelle Noir comme l'or. Et en fait, c'est une pièce que j'ai écrite lorsque j'étais en résidence dans le bassin minier, une scène nationale qui s'appelle Losangoel. Et du coup, j'ai écrit sur une famille, en fait, pendant la période 1930 à 1980 à peu près, avec un père qui était d'origine marocaine et qui a été expulsé après des grèves qui ont eu lieu en 1948 en France et qui ont été réprimées dans le sang, où l'État a envoyé des chars et des blindés, en fait, pour tuer les grévistes, en fait. Donc j'avais envie que ce soit le point de départ de cette histoire et du coup la femme de ce mineur gréviste est partie, elle a disparu et a vécu en ermite dans la forêt pendant 35 ans et leur fille a grandi du coup sans ses parents mais en s'inspirant en fait du militantisme de son père et en essayant de suivre en fait de loin, par procuration, mais tous les grands mouvements décoloniaux qui a pu avoir et qui ont pu secouer le monde dans les années 60 et 70. Donc c'est une pièce qui s'appelle Noir comme l'or et le titre il fait vraiment référence aussi à la fois au charbon, à l'histoire minière, mais aussi parce que j'ai terminé de l'écrire au moment où George Floyd est décédé, donc c'était aussi un titre hommage en fait aux personnes afrodescendantes, noires et à la peau noire qui méritent d'être traitées comme de l'or en fait, voilà. Mm-hmm. Et c'est inspiré de faits réels, cette pièce? Alors la grève de 1947-48, oui, a vraiment eu lieu. Il y a effectivement des mineurs qui ont été renvoyés chez eux, donc les mineurs coloniaux, tunisiens, marocains, etc., qui étaient venus pendant la Seconde Guerre mondiale parce que tous les Français étaient partis à la guerre. Donc la France a fait appel à pas mal d'employés coloniaux en fait pour venir travailler dans les mines à ce moment-là. Et c'est là qu'ils ont été renvoyés dans leur pays. Manu Militari, encore en 48 heures, ils avaient 48 heures pour quitter le territoire. Oui. Donc ça, c'est réel et tout le reste, c'est de la fiction. Et si on veut vous contacter, et si on veut suivre votre actualité, où est-ce qu'on vous trouve? J'ai pas de site. Non, mais il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas de site. Je dis, mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est là où on devait voir toute votre production. Ben oui. C'est vrai. Alors, j'ai un festival de théâtre que je co-organise avec un metteur en scène qui s'appelle Anthony Thibault. Ça s'appelle Jeunes Textes en Liberté. Mm-hmm. Donc, sur le site jeunetextesenliberté.fr, vous pouvez retrouver mes coordonnées si vous avez besoin de me joindre. D'accord. Je ne suis pas trop fort, mais il y a mes coordonnées dessus.
Il y a mon mail et il y a mon numéro de téléphone. C'est déjà pas mal. Sinon, sur mon Facebook, Oui. où je m'appelle Pendanzi, NZI. Sinon, sur Instagram, c'est Pendanzi aussi. OK. Voilà. Très bien. Alors, moi, je pose toujours une question à la fin des entretiens pour inspirer ceux qui nous écoutent et qui aimeraient démarrer un projet dans le domaine de l'invité. Donc, si je vous demandais un conseil à une jeune fille ou un jeune garçon, ou même pourquoi pas à des adultes qui veulent commencer dans l'écriture du théâtre, qu'est-ce que ce serait? Peut-être de se faire confiance, de se sentir légitime et de produire, de faire. Voilà, quels que soient les retours qui peuvent être entendus par la suite, etc., mais de continuer à produire. À partir du moment où c'est quelque chose qui vous tient, je pense qu'il faut aller au bout. Donc, se faire confiance, se sentir légitime et produire. Alors, quand vous dites se sentir légitime, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas important si on a fait des études dans le domaine ou si on est expert? Je veux dire, il suffit, pas qu'il suffit juste, parce que c'est du travail quand même, mais il faut partir de sa passion, de son inspiration. C'est bien ce que ça veut dire? Oui, en fait... Parce que la question de la légitimité, lorsqu'on est dans un cadre qu'on ne connaît pas forcément, ou voilà, on se la pose. Et je pense que c'est une bonne chose de se la poser, mais il faut pas que ça inhibe. Il faut pas que ça bloque et il faut pas que ça empêche en fait d'aller au bout de son projet. Ou voilà, on peut aussi apprendre sur le tas. Moi, je viens pas d'une famille d'artistes, mes parents sont pas du tout artistes, je ne connaissais personne dans ce milieu-là, et la question de la légitimité, je l'ai longtemps portée en moi également. Je pense que je la porte encore aujourd'hui, mais il faut vraiment, je pense que c'est important en tout cas de la circonscrire dans un petit coin, de se dire bon, ok, il y a cette question-là, mais je la réglerai après. Là, j'ai des choses à faire qui sont plus importantes. Et c'est de dire ce que j'ai à dire. Et quelles ont été les astuces pour diminuer ce sentiment d'illégitimité dans votre parcours? Moi, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai eu des retours positifs de structure et que même si ça a duré très longtemps, j'ai eu ma première pièce que j'ai écrite à 19 ans, j'ai eu des retours assez bons, j'ai eu une bourse d'écriture, j'ai eu des sélections dans 2 théâtres nationaux, donc ça m'a aidée en termes de légitimité. Mais après, je pense qu'il faut s'entourer aussi, si on peut, de personnes bienveillantes. Ils peuvent faire des retours construits et critiques sur son texte ou sur son travail, mais de façon bienveillante, ça c'est vraiment, vraiment important. Et d'essayer de construire son réseau aussi, de personnes avec qui on a envie de travailler, avec qui on se sent en confiance et qui nous considèrent comme faisant partie comme étant des pairs en fait. Voilà. Je pense que ça, c'est des choses qui peuvent aider à tenir le coup lorsqu'il y a des périodes un peu plus difficiles ou un peu plus creuses et à combattre ce sentiment-là d'illégitimité ou parfois d'imposture qu'on peut avoir. Très bien. On est arrivé au terme de notre échange. Est-ce que vous avez un dernier mot? Non, juste merci. Ben, c'est moi qui dis merci pour cet échange très agréable, très intéressant. Merci beaucoup et au plaisir de se rencontrer un jour. Merci. Au revoir. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.